Dès qu'on quitte une grande ville, on tombe sur un paysage un peu étrange. Un mélange de champs, juste à côté d'un lotissement flambant neuf, puis une friche. On sent bien que ce n'est plus vraiment la ville, mais ce n'est pas encore tout à fait la campagne non plus. Eh bien, ce décor, qui nous est finalement très familier, est en réalité le théâtre d'une bataille invisible. Ensemble, on va décoder les forces qui sont en train de redessiner la France juste sous nos yeux. C'est la grande question. Qu'on soit près de Montpellier, d'Aix-en-Provence ou de n'importe quelle métropole française, le constat est le même. On sort du centre et on a cette impression que le paysage a été assemblé un peu au hasard, sans aucune logique. Mais en fait, il y en a bien une. Voilà, c'est exactement ça. Les chercheurs parlent d'un paysage imité ou en patchwork. Juste là, un champ de blé, juste à côté, une parcelle laissée à l'abandon, et un peu plus loin, un lotissement qui vient de sortir de terre. Alors comment on explique ce grand puzzle? Pour y voir plus clair, on va suivre un chemin en 5 étapes. D'abord, on va se pencher sur la grande mutation qui est en cours. Ensuite, on parlera de cette véritable fièvre du foncier et du dilemme que ça pose aux propriétaires. On verra aussi les conséquences directes pour les agriculteurs, avant de se poser la question finale, quel avenir pour cette agriculture si proche de nos villes? Alors, premier point, le changement est beaucoup plus profond qu'il n'y paraît. Ce n'est pas juste une histoire de construction de maisons. Non, on assiste à une véritable bascule. On passe d'un capitalisme qu'on pourrait dire productif à un capitalisme qu'on appelle patrimonial. Qu'est-ce que ça veut dire, concrètement? Eh bien, avant, la valeur d'une terre, c'était simple, c'était ce qu'elle pouvait produire. Aujourd'hui, près des villes, sa valeur est de plus en plus déconnectée de l'agriculture. Elle devient un patrimoine, un actif financier dont on attend la valorisation. Un peu comme une action en bourse, finalement. Et le grand moteur de cette transformation, c'est la pression complètement folle du marché immobilier. La ville s'étend, elle déborde et elle vient percuter de plein fouet le monde rural. C'est ce choc qui va absolument tout changer. Et pour bien comprendre l'ampleur de ce choc, un seul chiffre suffit. Le voilà. 16. C'est un multiplicateur de prix. Et c'est ce facteur qui va faire basculer toutes les logiques pour les propriétaires de terres agricoles à proximité des villes. Ce tableau, il est basé sur des données réelles des Bouches-du-Rhône et il est sans appel. Regardez la première ligne. 1 hectare vendu pour un usage agricole, ça vaut environ 83 000 francs. Maintenant, la deuxième ligne. La même surface, mais avec un potentiel de construction, le prix s'envole à plus de 1,3 million. On a bien fait x 16. Le gain potentiel est tout simplement colossal. Et le point qui est crucial ici, c'est que face à un tel écart, la décision n'est plus affective. Elle devient purement économique. Comme le dit très bien cette citation, même l'agriculteur le plus attaché à son métier est poussé, de manière tout à fait rationnelle, à ne plus voir sa terre comme un outil de travail, mais bien comme un capital à faire fructifier. Cette situation crée forcément un dilemme. Elle met en scène deux acteurs avec des objectifs radicalement différents, qui jouent sur le même terrain, mais pas du tout avec les mêmes règles du jeu. D'un côté, les propriétaires du sol, et de l'autre, ceux qui le cultivent. D'un côté, on a le propriétaire. Son but, c'est simple. Attendre. Laisser la valeur monter pour vendre au meilleur prix possible dans 5, 10 ou 20 ans. De l'autre, on a l'agriculteur qui loue cette terre. Lui, il ne peut pas attendre 20 ans. Il doit être rentable cette année pour en vivre. On voit tout de suite le problème. Ce sont deux horizons temporels qui s'affrontent sur la même parcelle de terre. Face à cette pression, les propriétaires ont en gros 4 stratégies possibles. La première, c'est de maintenir l'activité, souvent en l'intensifiant. Si ça ne suffit pas, on tente de s'étendre en louant des terres voisines, mais de manière très précaire. La troisième option est plus radicale, la rétention. On ne fait plus rien, on laisse la terre en friche et on attend que les prix grimpent, c'est de la spéculation pure. Et enfin, le coût final, la vente, souvent au moment de la retraite, pour encaisser le capital. Maintenant, essayons de nous mettre à la place des agriculteurs qui ne sont pas propriétaires de leurs terres. Pour eux, la situation est encore plus compliquée. Ils sont vraiment en première ligne de cette spéculation et leur accès à la terre est devenu un combat de tous les jours. Pour survivre, ils deviennent de véritables équilibristes. Ils sont obligés d'accepter des baux d'1 an, parfois même juste à l'oral, parce que les propriétaires refusent de s'engager sur le long terme. Et évidemment, dans ces conditions, impossible de planter des vignes ou des arbres fruitiers. Donc que font-ils? Ils se spécialisent dans les cultures qui poussent vite. Le maraîchage, les céréales. C'est une agriculture nomade, une agriculture de la débrouille, où l'on est constamment à la recherche de nouvelles parcelles pour survivre. Et ça illustre parfaitement ce qu'on peut observer sur le terrain. Ces grands champs ouverts de céréales ou de salades qu'on voit autour d'Aix ou de Montpellier, ce n'est pas forcément le signe d'une agriculture en pleine santé. Au contraire, c'est souvent la marque visible de cette agriculture sous contrat précaire. Une agriculture qui entretient le paysage, certes, mais qui peut disparaître du jour au lendemain. Tout ça nous amène à la question de fond.
Quel est l'avenir pour l'agriculture dans ces territoires? Et face à la puissance du marché, que peuvent bien faire les pouvoirs publics pour essayer de réguler ce phénomène? Le résultat de ce grand choc des stratégies, on le connaît bien, c'est ce paysage fragmenté, parfois incohérent. Un espace où l'on passe sans aucune transition d'un champ de blé à une friche, puis à un quartier résidentiel tout neuf. Et pour les élus locaux, c'est un véritable casse-tête. Comment planifier sur le long terme quand les intérêts privés poussent à vendre le plus vite possible? Les outils comme les plans locaux d'urbanisme ont bien du mal à résister à la puissance du marché. Et le paradoxe dans tout ça, c'est que les espaces naturels sont souvent bien mieux protégés que ces terres agricoles. Pour compliquer encore les choses, le monde agricole lui-même est divisé entre les agriculteurs en fin de carrière qui veulent vendre pour leur retraite et les jeunes qui cherchent désespérément des terres pour pouvoir s'installer. On termine donc sur cette question, une question qui nous concerne tous. Cette agriculture qu'on observe aux portes de nos villes, est-ce que c'est encore une activité vivante, bien ancrée dans son territoire, ou est-ce qu'elle est devenue une simple salle d'attente, un décor temporaire avant la prochaine vague de bétonisation? La réponse qu'on y apportera dessinera des paysages de demain.